Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de radio Parlons laïcité. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 4 mai 2023 et c'est là où on enregistre à Évry-Courcouronnes dans notre local du réseau d'échange réciproque de savoir aux Pyramides. Et on va pouvoir parler ce soir d'un sujet intéressant, laïcité et Turquie. Sujet tout à fait intéressant puisque dans très peu de temps, il y aura d'ailleurs les élections présidentielles en Turquie. Donc on va pouvoir parler un petit peu comment ça se passe là-bas. Et on a la chance d'avoir Arze Torun. Bonjour Arze. Bonjour à toutes et tous. Voilà, elle va pouvoir nous parler de ce sujet. Arze est une journaliste. Voilà, et donc on va pouvoir commencer l'émission. Comme d'habitude, 1 heure de présentation du sujet. 2e heure, questions-réponses. Jean-Cri n'est pas là aujourd'hui, mais il nous a envoyé ses dessins, donc on pourra parler de tout cela. Parlons laïcité. Bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, je voudrais souligner que je vais animer première fois le français. S'il peut y avoir des fautes dans mon discours, je m'excuse de vous avant de commencer. Et je vais vous parler un peu de moi, avant de parler sur la laïcité en Turquie. Et je vais présenter moi-même. Je suis journaliste et écrivain, réfugié politique en France depuis 2013. Je suis exilé. En Turquie, j'ai été emprisonné pendant 8 ans en raison de mes pensées dissidentes, mes pensées opposantes. Je suis entré en prison première fois en 1997 et deuxième fois en 2006. Le premier était entré 1997 et 2001 et le deuxième était entré 2006 et 2009. Après avoir été évacué en 2013, j'ai de nouveau été condamné en Turquie à des peines de prison, une nouvelle condamnation 15 ans. À cause de la nouvelle condamnation, j'ai dû quitter mon pays. Et depuis mon arrivée en France, j'ai continué à écrire des articles traitant de divers sujets. En 2009, mon livre est publié. Je l'ai écrit en prison. Le titre du livre était « Le printemps en nous », notre intérieur. Et nous l'avons écrit avec mon ami Mohamed Kurt. Nous avons essayé de raconter les prisons du point de vue féminin. Et c'était des processus difficiles. Nous avons eu des journées difficiles. Et je peux dire que malgré tout, s'il existe de la vie, il existe l'espoir. Et malheureusement, maintenant, Mohamed est en prison. Ça fait environ 25 ans. Parce que sa condamnation est une peine à perpétuité. C'est en raison d'être militant marxiste. Également, je vais indiquer que notre livre, Le printemps en nous, maintenant est interdit. Et j'ai écrit ce livre en prison. Il a été publié pour la première fois. En 2009, j'étais en prison. Et il est publié. Et il a publié après, il a été interdit après la 3e édition. Maintenant, je voudrais raconter quelques thèmes sur la laïcité en Turquie. Ensuite, je vais partager mes souvenirs de prison avec vous. Tout d'abord, il faut qu'on rappelle la chronologie. L'article 2 de la Constitution turque, actuellement en vigueur, précise que la Turquie est un État de droit démocratique, laïque et social. À partir de 1908, les jeunes Turcs ouvrent la voie au laïcisme kémaliste. En effet, avant Mustafa Kemal, la laïcité est venue avec les jeunes Turcs. Ces petits rappels, les jeunes Turcs, ils sont
le mouvement jeune turc avant de Mustafa Kemal. Kemaliste c'est une idéologie kémalisme. Qu'il défend son idéologie, on dit kémaliste. Vous êtes kémaliste. Il est presque idéologiquement nationaliste. En effet, avant Mustafa Kemal, la laïcité est venue avec les jeunes turcs. 1922, abolition du sultanat. 29 octobre 1923, proclamation de la République. 3 mars 1924, abolition du califat et de l'enseignement religieux. Toutefois, la Constitution approuvée par la Grande Assemblée nationale le 20 avril 1924 prévoyait dans son deuxième article que la religion de l'État turc est l'islam. 1924 et 1926, l'adoption et mise en place du Code civil parallèlement à la suppression des tribunaux religieux. Le système judiciaire est entièrement réorganisé sur le modèle français. 10 avril 1928, amendement de l'article 2e de la Constitution et donc suppression des références à l'islam dans la Constitution. 1931, définition du laïcisme et de 5 autres principes du kémalisme, à savoir républicanisme, progressisme, populisme, étatisme et nationalisme. La laïcité est introduite en 1937 dans la Constitution. 1934, les femmes ont obtenu le droit de vote et le droit d'être élues. Un petit rappel, avant la proclamation de la République, il existe mouvement des femmes. En 1923, avant que la République ne soit encore déclarée, Nizihe Muhittin et ses 13 amis ont annoncé qu'elle avait décidé convoquer un conseil des femmes pour les droits politiques des femmes. Nizihe Muhittin en même temps, elle est écrivain. Il a été décidé de créer un parti politique au sein du conseil appelé le Parti populaire des femmes. Cependant, en raison de la loi électorale de 1909, cette tentative de création d'un parti a abouti à la transformation du Parti populaire des femmes et en une association appelée Union des femmes turques. La Turquie, seul État dans la majorité de la population est musulmane, dans lequel l'islam n'est pas la religion d'État et où la laïcité est inscrite depuis 1937. Dans la Constitution, nombreux sont les observateurs qui estimaient qu'elle pourrait à ce titre servir de modèle de démocratie séculière aux autres États islamiques. La laïcité turque poursuit un double objectif, séculariser et moderniser l'État et la société d'une part et empêcher toute politisation de la religion d'autre part. Par la politisation, il faut comprendre une instrumentalisation des sentiments religieux à des fins sociales, économiques ou politiques. C'était d'abord en 1995 avec le parti de prospérité, c'est-à-dire parti Refah. Quand parti issu de l'islam politique est parvenu à remporter les élections législatives. Et c'est depuis 2002 que le parti de la justice et du développement, AKP, est en pouvoir. AKP, son parti d'Erdogan. Et en effet, ils ont été élus en 2002 en menant la propagande de l'islam modéré, se référant à la période du parti de Refah, la prospérité. Ils ont dit « nous avons changé », mais il n'a pas fallu longtemps pour se rendre compte qu'ils ne faisaient que taqiya, en termes islamiques, qui veut dire en fait acter pour un but précis en cachant l'identité réelle pour une certaine période. L'AKP était en fait l'organisation fêtière de toutes les congrégations et sectes. Pour toutes les congrégations et sectes, comme un parapluie. Et je partagerai des extraits de l'article de Samim Akgönül intitulé « La laïcité à la turque, à l'épreuve d'un régime alaïque ».
Samim Akgönül est historien et politologue à l'Université de Strasbourg. La laïcité en Turquie est le fruit d'un processus qui s'est accéléré depuis 2002, depuis que le Parti de la justice et du développement, AKP, issu d'une scission du mouvement islamiste et Milli Görüş, détient le pouvoir avec un agenda réformateur à l'égard de la religion. La laïcité turque est souvent montrée comme exemple de la compatibilité entre une société majoritairement musulmane et un système politique séculier appelé justement laïcité, et laïcité c'est-à-dire laïcisme, en ajoutant un suffixe de formation en turc à un mot en français d'origine grecque. Pourtant, au-delà de homonymie avec le système français, la laïcité à la turque présente une cohabitation et une tension entre plusieurs aspects dont certains sont à l'opposé de la laïcité française. De plus, un système turc établi, les pères fondateurs de 1924 est mis à rude épreuve depuis la deuxième moitié des années 1990 où l'islam politique a commencé à dominer le régime, et surtout depuis 2002. C'est à partir de laquelle un parti politique issu de cet islam politique détient seul le pouvoir. Le Parti de la justice et du développement, Adalet ve Kalkınma Partisi, désormais AKP, n'est pas laïque au sein de la séparation de l'État et de la religion, mais n'est pas anti-laïque, non plus en ayant par exemple un programme explicité d'instauration d'un système théocratique. Autrement dit, malgré quelques tentatives timides que nous allons voir, l'AKP au pouvoir n'a pas essayé par exemple d'imposer la charia aux législateurs, où la laïcité est devenue un instrument de désécularisation sociétale depuis 2 décennies, avec un succès mitigé mais pas absent. L'AKP ayant dans ses fondements un discours réactif à la laïcité des décennies précédentes. L'observateur est en droit de s'attendre à un effritement du principe, voire à un renversement de la situation au bout de 20 ans de pouvoir. Le constat est plus complexe et par certains aspects montre la solidité du système. La laïcité politique et l'État et la religion ne sont toujours pas séparés. Les fondateurs de la République et les élites occidentales qui se sont succédés depuis se sont également souciés de l'apparence des individus. L'interdiction du port des habits religieux, 1934, est du fait remplacée par le chapeau feutre, 1925. Est un exemple. Le cas du foulard est différent car associé à la ruralité et aux classes inférieures. Le sens politique du foulard n'arrive que dans les années 1960 avec l'exode rural. Depuis que le foulard, le turban, est un phénomène urbain, il a été considéré comme une opposition, une réaction envers la visibilité occidentale coercitive. Après le coup d'État militaire de 1980, les mesures contre le porte-foulard dans l'espace public se sont durcies, alors que c'est la même junte militaire qui pousse jusqu'à son compte le concept de synthèse turco-islamique, comme barrière aux dérives à la fois communistes et intégristes. Dans les années 1980, une série de décrets issus de la junte militaire réglementant d'une manière très stricte les vêtements et uniformes des fonctionnaires, du corps enseignant, ainsi que des écolières et étudiantes du primaire jusqu'à supérieur. Le coup d'État militaire de 12 septembre 1980, à travers la nouvelle constitution dictatoriale de 1982 et à travers les nouveaux statuts de 1983, l'institution a été considérablement renforcée en moyens financiers et en personnel, surtout
pour lutter contre le communisme, utilisant une idéologie simpliste de synthèse turco-islamique. Paradoxalement, tout au long des années 1990, le mouvement d'islam politique a été marginalisé, voire criminalisé par les tenants du pouvoir, utilisant l'appareil officiel de Diyanet, des affaires religieuses. Ainsi, lorsque cet islam politique a commencé à s'accaparer le pouvoir à partir de 1996, avec l'arrivée de Necmettin Erbakan au poste de Premier ministre, on aurait pu s'attendre à une délégitimation du Diyanet remplacée par les anciens cadres de mouvement islamiste. La réalité fut tout autre. Certes, le dernier avatar de l'islam politique, la partie de la prospérité, s'est tenue à l'écart des cartes de Diyanet des affaires religieuses lors de son court passage au gouvernement misant davantage, ostensiblement sur les confréries longtemps décriées comme fondamentalistes et représentant un danger pour la laïcité. Laïcité juridique, la religion n'a pas pu infiltrer la législation. Avant tout, l'article 2 de la Constitution de la République de Turquie énumérant les caractères de l'État est resté inchangé. La Turquie est donc toujours un pays continuellement laïque. En matière de code civil, il faut signaler que la polygamie est toujours interdite. Bien que de notoriété publique, plusieurs responsables politiques, y compris députés, sont de facto polygames. Et le mariage religieux n'est pas reconnu et resté interdit avant le mariage civil. En revanche, sur cette question précise, il y a eu une évolution récente. C'est en 2017 qu'une fonction importante a été ajoutée au personnel de la direction des affaires religieuses. Les muftis ont désormais la capacité de célébrer des mariages civils. Depuis l'adoption du Code civil séculier en 1926, qui n'était autre que la traduction du Code civil suisse de 1912. Le personnel religieux ne pouvait célébrer des actes de mariage, du moins la célébration religieuse du mariage qui devait intervenir après le mariage civil, n'était pas reconnue officiellement. Cette disposition avait été gardée intacte en 2002 lors de l'établissement de nouveaux codes civils. Or, en 2017, prétextant l'engorgement des mairies en raison de l'engouement des Turcs pour l'institution du mariage, le gouvernement a fait voter une nouvelle disposition autorisant les muftis à célébrer le mariage civil en même temps que le mariage religieux, en raison de la position dominante du pouvoir dans les cercles juridiques et dans les médias. Cette nouvelle disposition n'a pas suscité une résistance de la part de la société civile, mis à part quelques débats dans les milieux séculiers. Ainsi, on peut le dire, au bout de 20 ans de régime dominé par un mouvement politique laïque, la Turquie reste, juridiquement parlant, un pays laïque. Laïcité sociétale, la désécularisation en marche. La société turque est profondément divisée sur la question de la sécularité en raison de l'occidentalisation achevée d'une frange très importante de la société qui a largement opéré sa carte votante pour des partis ayant ouvertement un discours ou anti-religieux. Approximativement 30 à 40% de la population a soit exclu le comportement religieux de sa vie quotidienne, soit ne s'y prête que dans ses aspects festifs, soit à folkloriser tel ou tel comportement dénué de son sens religieux. Premièrement, tout au long des années 1980, les militaires et la bureaucratie avaient multiplié l'ouverture des écoles imamatives, imams et prédicateurs,
sorte d'école normale publique où l'instruction religieuse prenait une part importante. Mais ces écoles ayant été ouvertes d'abord comme lycée professionnel, par un tour de passe-passe alambiqué portant sur les coefficients. Les cours de religion dominants dans ces écoles n'étaient pas comptabilisés comme crédit. Leurs diplômés ne pouvaient pas accéder à l'université. En effet, l'AKP est une organisation dont la grande majorité des membres, du président au ministre, des députés aux maires et des encartés aux sympathisants, est issue de ces écoles. D'ailleurs, une fois au pouvoir, l'AKP a non seulement supérieur. Aujourd'hui, c'est la génération imamatique qui dominait le pays et leur nombre va augmenter spectaculairement dans les 10 prochaines années. Il est tout à fait clair que durant la première période, entre 2002 et 2007, l'AKP a fait profil bas sur la question de ces écoles religieuses également. Mais à partir de 2007 et surtout à partir des élections de 2011, l'AKP a pu contrôler l'ensemble de l'appareil étatique et dominer la société à travers les médias aux ordres, les écoles imamatiques exposées pour instaurer une sorte d'éducation parallèle face à l'éducation laïque, tout en préparant des générations qui constituaient et augmentaient la base électorale. Si tout au long des années 1990 et au-delà, dans les années 2000, les familles conservatrices d'origine provinciale ont préféré ces écoles, c'est qu'on y autorisait de facto le porte-foulard. En effet, le foulard islamique et sa place dans l'espace public urbain ont constitué le principal argument du discours de victimisation de l'AKP et continuaient d'être un sujet galvaudé pour attacher les masses ayant peur d'un retour en arrière. En 1997, lors du 4e coup d'État en direct face au gouvernement dirigé par les islamistes, le foulard dans les écoles et surtout dans les universités avait été un des sujets de prédilection des militaires et des bureaucrates tout au long de la fin de la décennie 1990 et du début des années 2000. Ce sujet a suscité des passions au lendemain d'une décision en faveur de la libéralisation du foulard, surtout à l'université, lieu d'une interdiction établie par un décret de la junte militaire des années 1980, mais devenu effectif dans les années 1990. Les adversaires de l'AKP, notamment la justice kémaliste, attendaient avec appétit une telle décision pour utiliser l'argument dans le procès de dissolution de l'AKP. En 1988, au lendemain de la mainmise des militaires et des bureaucrates laïcistes sur le pouvoir, le président de l'université d'Istanbul avait interdit l'accès à l'université des hommes barbus et des femmes en foulard. Après le référendum 2010, la composition de la Cour constitutionnelle a progressivement changé selon la volonté du régime. Depuis 2011, le voile islamique a pu s'introduire partout dans le secteur privé, comme dans le secteur public, des députés aux avocats, des policiers aux enseignants, avec un décret publié en 2013. Le gouvernement a libéré le foulard islamique dans l'ensemble de la fonction publique, sauf dans l'armée, la police et pour les magistrats. Dans une décision rendue le 25 juin 2014, dans une affaire où était en cause l'interdiction opposée par l'administration judiciaire à une avocate de plaider voilée devant un tribunal. La Cour constitutionnelle a notamment estimé qu'il n'existait aucune disposition légale interdisant
l'accès d'une avocate portant le foulard islamique et audience publique. Avec un autre décret en 2016, le foulard a été également libéré dans la police à condition qu'il soit conforme à l'uniforme. Mais encore en 2022, la victimisation des années précédentes est instrumentalisée pour attiser les peurs de la population conservatrice. Conclusion. Et paradoxalement, cet état de fait n'a pas changé après 20 ans de pouvoir islamiste. L'outil principal de la régulation islamique, l'administration des affaires religieuses, est au contraire plus forte que jamais et s'ingérant dans toutes les questions politiques et sociétales. Soutenu dans cette démarche entriste par le pouvoir en place. Du point de vue politique, la Turquie n'a jamais été laïque et les encore moins aujourd'hui. En revanche, malgré les tentatives maladroites du régime dans plusieurs domaines, la Turquie reste solidement laïque dans son cadre juridique. S'il a pu y avoir une petite distorsion dans le code civil, pris dans son ensemble les lois, mais aussi les décrets présidentiels restés séculaires, sans référence au domaine religieux. De ce point de vue, la Turquie est, oui, toujours un pays laïque. Et du point de vue sociétal, enfin, les choses sont plus compliquées dans la mesure où la société turque est plurielle et divisée par des fractures qui créent des franges paradoxales, voire antagonistes. Depuis 20 ans, il y a une politique explicitée de désécularisation de la société et cette politique a un relatif succès, notamment grâce au système éducatif. En revanche, la moyenne bourgeoise occidentale demeure séculière et parfois anti-religieuse, car elle voit en Recep Tayyip Erdoğan en anti-Kemal. Erdoğan en anti-Kemal ayant joué de ramener la Turquie en arrière. Et la tension entre ces deux visions sociétales, l'une laïque, l'autre religieuse, est toujours un outil politique de premier ordre. Et Samim Akgönül, j'ai pris un article et Samim Akgönül, il est professeur de l'Université Strasbourg. Il est politologue et historien. Maintenant, je voudrais parler sur le projet de ceinture verte. Et parce que pour comprendre comment l'islam politique est arrivé au pouvoir, il faut regarder les années 1980. Contre la montée du mouvement de gauche, le projet de ceinture verte a été développé à cette époque. Je parle du coup d'État militaire de 12 septembre 1980. L'avenir de la Turquie a été volé avec le coup d'État du 12 septembre en Turquie, qui connaît un coup d'État une fois tous les 10 ans. Avec le coup d'État, les associations d'opposition ont été fermées et les gauchistes ont été torturés et assassinés pendant de longues périodes de détention et de prison, ouvrant la voie à la montée de la génération religieuse. Alors que le nombre d'écoles imamatives était de 71 en 1969, le nombre de lycées imamatifs est passé à 392 au cours de l'année scolaire 1990-1991 et à 601 au cours de l'année scolaire 1996-1997. Au début des années 1990, Recep Tayyip Erdoğan, qui était alors le maire d'Istanbul du Parti de la Prospérité, Parti Refah, a déclaré que les écoles d'imamatif dirigeraient la République de Turquie, où toutes les écoles devaient être des imams et prédicateurs. Cela a été alors du jour comme un rêve des islamistes politiques. Après arriver au pouvoir, l'AKP a entendu un moment propice pour le projet de transformer toutes les écoles à imamatif. L'origine de la génération dorée à l'AKP et de la communauté Fethullah Gülen
c'est-à-dire la génération vindicative et religieuse. Le projet de ceinture verte est un projet développé en 1977 par Zbigniew Brzezinski, le conseiller à la sécurité nationale du président des États-Unis, Jimmy Carter. Le but du projet de ceinture verte était d'utiliser l'islam comme bouclier contre le communisme. C'était pour empêcher la propagation de la pensée socialiste dans le monde entier. Que disait Kenan Evren, le chef d'état-major putschiste du 12 septembre? Kenan Evren a dit à cette époque-là, si les gens connaissent leur religion, il n'y aura pas de danger. Et dans ce cas, Kenan Evren voulait dire quoi? Grâce à la religion, ils apprennent à obéir. C'est-à-dire créer une jeunesse qui obéit, ne se pose pas de questions, ne remet pas en cause le pouvoir. C'était leur but. Après le coup d'État du 12 septembre, 7000 personnes ont été jugées avec la peine de mort. 517 personnes ont été condamnées à mort et 50 révolutionnaires ont été exécutés. 23 677 associations ont été fermées. 3854 enseignants, 120 membres du corps professoral et 46 juges ont été révoqués. Des centaines de journalistes ont été arrêtés et des journaux fermés. De nombreux journalistes ont été tués. L'activité des syndicats a été arrêtée et leurs biens ont été confisqués. L'architecture du cours obligatoire de religion fut le coup d'État 12 septembre 1980 avec l'article 24 de la Constitution de 1982. Les cours de religion sont rendus obligatoires. Lors du coup d'État de 1980, les généraux ont décidé d'islamiser la société. Des nouvelles mosquées ont été construites dans le cadre de ce projet et le nombre d'écoles imamatiques a commencé à augmenter progressivement. Après, l'AKP a consolidé son pouvoir. De sérieux changements ont été apportés à l'éducation. À partir de 2008, une lutte acharnée s'est engagée dans ce domaine. On peut dire qui commençait à dominer sur l'éducation. Intervention liée aux cours de religion obligatoires. Au projet 4+4+4+4, domination de l'imamatique. Au Conseil national de l'éducation qui inscrira son nom dans l'histoire de la réaction à la loi sur les classes privées. Ils ont commencé sur l'éducation. L'AKP a continué à gagner des positions dans le domaine de l'éducation en concluant de temps à autre des arrangements juridiques et en créant de temps à autre des situations réelles. L'amendement constitutionnel de 2010 a entraîné une transformation complète dans ce domaine également. La Constitution de 1982 a été amendée 17 fois jusqu'en 2010. Mais les articles qui ouvriront la voie à la réaction n'ont pas été touchés. Avec le référendum de 2010, le pouvoir judiciaire s'est rendu à l'AKP. Ainsi commença une opération réactionnaire rapide. La demande d'abolition du cours de religion obligatoire exprimée par les Alevis n'a pas reçu de réponse positive. Et Alevis est ni chiite ni sunnite. C'est autre confusion. Donnant un budget aux mosquées, aux imams, la présidence des affaires religieuses n'a pas donné de budget aux Djemevis, qui sont des lieux de culte pour les Alevis. Et Djemevi, lieu de culte pour prier. Et de plus, pendant les 20 ans de règne de l'AKP, les Alevis ont été victimes de discrimination constante et insultes occasionnelles en raison de leurs croyances.
Cependant, l'alévisme est une secte de la religion de l'islam. Je veux donner un exemple. Il y a une section de religion sur les cartes d'identité turques et il y est écrit islam. C'est obligatoire. Or, selon le principe de laïcité, il ne devrait pas y avoir de religion dans le champ d'identitaire. Mais c'est obligatoire. Donc, je peux vouloir écrire athée sur ma carte d'identité. Puisque vous n'êtes pas né dans une famille chrétienne ou juive, vous êtes automatiquement considéré comme musulman. Quand je suis né dans ce monde, je n'ai choisi aucune religion. Déjà dans mes années de lycée, après avoir lu le Coran, j'ai décidé de devenir athée. Et alors pourquoi est-ce qu'il est écrit islam sur ma carte d'identité? La laïcité et la liberté de conscience. Et alors pourquoi est-ce qu'il est écrit islam sur ma carte d'identité? La laïcité et la liberté de conscience. Je dois d'être sans croyance. Il existe la laïcité, normalement. Et maintenant, je vais passer la résistance de Gezi à Istanbul. Après, je vais vous parler de mon processus de prison. La résistance de Gezi à Istanbul. Le 27 mai 2013, la mobilisation a commencé avec le rassemblement d'un groupe dans le parc Gezi, afin d'empêcher d'agir les machines qui devaient raser les arbres. Il y avait surtout des jeunes écologistes. J'étais là ce jour-là. Et je faisais une émission de radio à l'époque. Le 27 mai 2013, il y aurait information de presse. Je suis allée à l'avenue Istiklal. Nous étions sur la place de Taksim. Et certains artistes assistaient également au communiqué de presse. Et c'était un petit groupe, mais la police est intervenue avec du gaz et des canons à eau. Toutes les sorties de la place Taksim ont été fermées. Et nous sommes restés là, nous sommes bloqués et place de la Taksim. On ne savait pas, tout le monde essayait de comprendre ce qui s'était passé. La lampe lacrymogène était utilisée par la police. Et malgré la répression policière, les gens sont venus sur la place Taksim dans la soirée. Les masses criaient le mot d'ordre de la démission gouvernement. Tout le monde criait démission AKP, démission Erdogan. Et cette nuit-là, Istanbul s'est levé. Il y a eu une grande résistance cette nuit-là. Il y avait des gens de tous horizons. J'étais étonnée. Cette nuit-là, les gens sont descendus dans les rues d'Izmir, Ankara, Adana et toutes les villes. Et ce n'est pas seulement Istanbul. Et la résistance a commencé à Istanbul, mais après, c'est même nuit, et les gens sont descendus dans les rues d'Izmir, Ankara, Adana, Mersin, toutes les villes, pour la solidarité. Et 2 jours plus tard, le parc Gezi était ouvert. Et j'ai vu des choses que je n'ai jamais vues de la vie. Les gens venaient par centaines, puis par milliards. Au début, il y avait quelques tentes, puis un vrai village. Alors on s'est organisé. Des aliments, de l'eau, des vêtements pleuvaient. Une assemblée citoyenne s'est constituée et elle était continuellement en débat. Tout ce mouvement était pacifique. Il y avait des familles, des enfants, toutes sortes de gens de toutes les couches socioculturelles. Et une nuit, la police a chargé, violemment, très violemment. Le point de départ du mouvement était une action écologiste contre la bétonisation. Cependant, Erdogan a déclaré dans sa déclaration qu'il construira la caserne d'artillerie, la Topçu Kışlası, dans le parc Gezi. Et pourquoi il voulait construire la Topçu Kışlası? Était cela le battre de l'islam politique contre la République laïque? C'était le sens de vouloir reconstruire un Topçu Kışlası parmi le peuple.
D'autre part, les gens en avaient assez de l'oppression du gouvernement politique islam. Et une petite rappel son histoire de Topçu Kışlası. En 1909, les soldats du bataillon d'artillerie désireux d'instituer la charia se sont mutinés. L'armée ottomane a mis fin à la mutinerie. Ensuite, cette caserne a toujours été un symbole d'obscurantisme. En fait, Topçu Kışlası, c'est-à-dire symbole obscurantisme. Obscurantisme et la charia. En particulier, Erdogan faisait des déclarations toujours sexistes, parfois misogynes, contre les femmes. Par exemple, faites au moins 3 enfants. La plus belle carrière d'une femme est d'être mère, etc. Ne souris pas dans la rue, par exemple. À cause de cela, les femmes ont rejoint la résistance de Gezi. Je peux dire qu'il y avait plutôt les femmes dans la résistance du Gezi. Et est-ce que le gouvernement voulait exclure les femmes de la vie sociale? Et je dois également préciser que l'excision des personnes LGBTI de la société. Le gouvernement, pour ses attaques répétées contre le droit à l'avortement. Le gouvernement voulait supprimer la Convention Istanbul, Convention internationale contre les violences faites aux femmes. On peut parler d'une accumulation de colère dans la société. 11 personnes sont mortes dans ces actions pacifistes. J'ai été en prison dans les années 90 et dans les années 2000. Je voudrais parler à la fois des conditions carcérales et des différences entre les deux périodes. Dans les années 90, il y avait la torture systématique pendant le processus de détention. La période de détention variait d'une semaine à 15 jours. Pendant le processus de détention, il y avait la torture physique pour interrogatoire. Moi aussi, j'ai été torturée en détention en 1997 à Adana. Pendant ma détention, j'ai été soumis à des tortures telles que l'électricité, le centre inversé, le centre droit et le placement dans un bac à glaçons. Lorsque tu as été détenu pour des raisons politiques dans les années 90, il te dépouillait de force de tes vêtements et il te couvrait les yeux avec un tissu noir. Ainsi, vous ne voyez pas ce qui vous torturait. Par exemple, mes yeux ont été attachés avec un tissu noir jusqu'à ce que je sorte en garde à vue. Ils ne l'ont ouverte qu'une seule fois pendant quelques minutes. J'ai été arrêté le 2 mars 1997. J'ai été torturé pendant des jours. J'ai fait une grève de la faim pour protester contre la torture. Je n'ai pas accepté les accusations et j'ai exercé mon droit de garder le silence. Il voulait que je donne l'adresse de la maison où j'habitais et les noms de mes amis. Je n'ai pas accepté. Il pensait que j'en savais beaucoup de choses parce que je me taisais. En fait, je ne savais pas grand-chose. Je n'ai pas donné les noms de mes camarades parce que je voulais les protéger. Malgré les jours de torture, j'ai résisté. Ils ont dit que vous ne pouvez pas sortir d'ici en résistant. Si tu ne pars pas, nous devons te tuer. J'ai dit alors fais ton devoir et tuez-moi. Je ne parlerai pas. Ils ont essayé de me persuader. Tu es très jeune, nous ne voulons pas te tuer. Si vous nous dites tout ce que vous savez, nous ne vous tuerons pas. Nous avons reçu l'instruction. Nous devons vous tuer. Ils ont dit tu réfléchis bien. J'ai dit qu'il n'y avait rien à dire. Puis ils ont apporté mes vêtements et les ont habillés. Puis nous sommes montés dans une voiture.
J'ai eu les yeux bandés sur la torture pendant des jours. J'avais perdu la notion du temps, ça peut être la nuit, ça peut être le matin. Je ne savais pas. Puis la voiture s'est arrêtée quelque part. Je pense que c'était un champ dans la partie éloignée de la ville. Nous sommes sortis de la voiture. Les endroits sur lesquels j'ai marché étaient de la terre. Je n'ai pas vu, mais je l'ai senti. Mais ils m'ont dit de réfléchir une dernière fois. Ils ont dit que nous devions suivre l'ordre d'Ankara. La décision pour te tuer est arrivée. Au lieu de me juger au tribunal, vous voulez m'exécuter sans procès? J'ai dit que c'était illégal. La police dit de quelle loi parle-t-on? J'ai dit vous avez raison. Il n'y a pas d'état de droit. Il n'y a pas de la justice. Suivez donc la décision qui vous est transmise. Ils ont dit avez-vous une dernière demande? J'ai dit que je voulais regarder le ciel une dernière fois. Ils ont dit que tu ne regarderais pas autour. Il était derrière moi. Un policier a soulevé légèrement mon bandeau sur mon front. Pour la première fois depuis des jours, je voyais le jour, le temps. C'était l'aube, le jour allait se lever. J'ai vu une étoile dans le ciel, comme si elle me disait au revoir. J'étais contente de voir une étoile dans le ciel. Quelques minutes plus tard, ils ont baissé le bandeau sur mes yeux. J'ai levé mon poing gauche en l'air et j'ai entendu que l'arme explosait contre ma tête. J'ai entendu la gâchette du pistolet, mais j'étais en vie. 3 fois, ils m'ont mis un pistolet sur la tempe. Puis, ils ont dit qu'une nouvelle décision était venue d'Ankara. Ils ont annulé la décision. Ensuite, nous sommes remontés dans la voiture et sommes retournés au commissariat d'Adana. 2 jours plus tard, je suis allé au tribunal et j'ai été arrêté. Au tribunal, j'ai dit au juge que j'avais été torturé en détention. Mais aucune enquête n'a été ouverte par le tribunal. Le 5 juillet 2000, une opération a été menée à la prison de Burdur par les forces spéciales. Un de nos amis a perdu son bras lors de cette opération. Il s'appelle Veli Saçılık. Il a écrit un livre. Le 19 décembre 2000, 32 personnes ont été mortes dans cette opération appelée l'opération Retour à la vie. Ils étaient politiques prisonniers. Cette opération a été menée sur 20 prisons en même temps. À cette époque, le gouvernement a décidé de passer au système cellulaire de type F dans les prisons. Les prisonniers politiques ont entamé une grève de la faim illimitée contre la cellule de type F et le système d'isolement. Et à cette époque-là, Bülent Ecevit était le premier ministre. Et son parti est républicain et gauchiste, social-démocrate. Quelques écrivains créés en commission. Yaşar Kemal, il est écrivain. Can Dündar, il est journaliste. Orhan Pamuk, il est écrivain. Zülfü Livaneli, il est écrivain et musicien. Et de nombreux intellectuels, écrivains et artistes ont négocié pour dissuader le gouvernement de cette décision. Cependant, malgré tous ces efforts, le gouvernement a mis en œuvre sa décision. Du sang a été versé lors de cette opération appelée l'opération de retour à la vie. Il y a eu un massacre dans les prisons. En 2001, je suis sorti en prison. J'ai assisté à de nombreuses conférences. J'ai parlé du mauvais traitement que nous avons eu. Mon but était de mettre fin à cette torture et à ces mauvais traitements. Je n'avais pas l'intention d'être victimisé. Les droits de l'homme sont des valeurs universelles. La pensée ne constituait pas un crime.
Nous avons porté plainte pour les tortures subies à la prison de Burdur. Lorsque les recours internés ont été bloqués, nous avons saisi la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits a pris une décision en notre faveur. Il a défini la torture comme un crime. Et nous avons gagné. En 2006, j'ai été arrêté encore fois. Dans ce processus, la politique du gouvernement avait changé. Le gouvernement avait pris la décision de tolérance zéro tolérance à l'égard de la torture par le gouvernement d'Erdogan. La torture physique a été abolie. Le délai de garde à vue était réduit à 4 jours. Je suis resté à la prison de Gebze pendant 3 ans. J'ai écrit ce livre avec Muhabbet et après ma libération en 2009, j'ai commencé à faire une émission radiophonique. J'ai continué l'émission de radio jusqu'à mon arrivée en France, Özgür Radio. Il s'appelle Özgür Radio, c'est-à-dire Radio Liberté. Aussi, j'ai fait des émissions à la télévision. Pendant ce temps, j'ai écrit des articles pour divers magazines et journaux. En 2013, j'ai dû quitter la Turquie quand j'ai été condamné à 15 ans. Malgré les tortures et les peines de prison, je n'ai pas cessé d'aimer mon pays parce que je me suis battu pour mon pays. J'ai lutté pour que la Turquie ait un système démocratique, libertaire et égalitaire. Je crois qu'un jour, je pourrai retourner à mon pays. Je me suis combattu. Si une personne ne devient pas consciente, c'est un être maléfique. Je sais bien. Malgré cela, notre choix devrait être de faire avancer les valeurs humaines. La torture, la maltraitance est un crime contre l'humanité. Il est impératif de défendre les droits de l'homme pour un monde où la dignité humaine est protégée. Je suis en France depuis 2013. Quand je suis arrivé ici, je ne connaissais pas un mot de français. J'ai commencé à apprendre le français. Bien sûr, j'essaie d'améliorer mon français. Et je continue d'écrire. J'écris les articles sur l'internet .haber-yorum. Merci beaucoup, vous m'avez écouté. Merci. Parlons laïcité, le débat. Merci Arze pour ce fort témoignage et on va passer maintenant aux questions du public. Est-ce que quand vous avez été en prison, à votre sortie, vous avez eu des problèmes de dépression ? Non, rien, parce que je suis entrée en prison pour mes idées opposantes. Ce n'est pas une pensée, une idée. Et je ne suis pas assassin, je ne suis pas vol. Seulement, par exemple, réfléchir, c'est un délit, c'est la pensée. Pourquoi je peux entrer déprimé? Non. Dans tous les cas, la deuxième partie de votre intervention, toute cette histoire où vous étiez en prison, c'est vraiment très, très émouvant et on sent que pour vous, c'est encore très présent. Vous avez encore du mal à vous exprimer sur ce sujet. Pour nous, c'est vraiment intéressant parce que on a vu ça au cinéma, à la télévision, mais que quelqu'un nous raconte la prison, c'est terrible. Et alors, si vous êtes passé devant le tribunal, le tribunal a bien dû rendre un jugement. Ils ne vous ont pas renvoyé comme ça à la prison sans rien dire. Même s'ils n'ont pas voulu connaître le fait que vous avez été torturé, soit. Mais vous êtes venu devant le tribunal. On va devant un tribunal avec des charges, on vous accuse de telle et telle chose, et puis le tribunal vous dit coupable. Et temps de prison, non coupable, rentrez chez vous. Quel a été le verdict du tribunal? Oui, vous avez raison. Oui, normalement, les conditions normales. Oui, vous avez raison. S'il existe l'état de droit, oui, vous avez raison. Mais dans des années 90, c'était très sombre. Par exemple,
C'est la réalité. Peut-être vous avez raté. Par exemple, dans Gardez-vous, j'ai dit la police, c'était illégal parce que vous me tuez et me jugez au tribunal. Et pourquoi vous voulez me tuer? Normalement, c'était illégal. Mais la police m'a dit, tu parles quoi? Quelle loi? Quel état de droit? Dans des années 90, oui, c'était très, très fort dans la Turquie. Et après, dans des années 2000, c'était changé parce que il existe la politica pour la zéro tolérance zéro pour la torture. Après, c'était changé après 2002. Selon vous, est-ce que le gouvernement turc était au courant des tortures faites en prison? Oui, c'est tout le monde sait bien. Oui, vous savez, le gouvernement sait bien. Oui, ils ont su. C'est par la politisation des droits de l'homme. Des droits de l'homme, malheureusement, ne fonctionnent pas. Normalement, il existe la loi, l'état droit. Il existe article 2, la Turquie, d'état droit laïque et social. Et après, c'est des droits de l'homme universels. Dans l'article numéro 2 de la Constitution turque, la Turquie est décrite comme un pays laïque, social et démocratique, et que l'islam n'est pas la religion d'État de ce pays musulman, contrairement aux autres pays musulmans. Mais vous dites également que l'État et la religion ne sont pas séparés et qu'il y aurait même des tensions entre ces différents aspects. Comment vous décrivez cette situation? L'article 2 de la Constitution de la République de Turquie énumérant les caractères de l'État est resté inchangé. La Turquie est donc toujours un pays continuellement laïque. Mais après, on rencontre les problèmes en pratiquant dans la vie. Parfois l'État de droit ne fonctionne pas bien. Parfois, la démocratie. Et oui, c'est normalement, il existe la laïcité. Mais certaines personnes, je vais expliquer. Parce que dans la Turquie, il existe des affaires religieuses. Et ils donnent budget pour tous les mosquées, d'imams, muftis, et pour ça. Et toutes les écoles imamatiques. Par exemple, le gouvernement ne donne pas budget pour les Alevis. Alevis, c'est la même religion normalement, c'est Confucius. Pourquoi ils ne donnent pas budget? C'est pour ça, toujours certaines personnes, d'accord, il existe la loi laïcité, d'accord, constitutionnellement, mais fonctionnement, ce n'est pas laïque. Certaines personnes défendent, non, c'est la laïcité est bien installée. Il y a quelques du point de vue. Autre question? Vous avez écrit Printemps en nous en prison. Il a été publié en 2009, mais vous l'avez écrit durant votre deuxième incarcération. Pourquoi pas durant la première? Oui, c'est la première fois. J'ai continué à écrire les articles en général sur le féminisme, des droits des femmes. Et j'ai pas écrit un livre, mais j'ai écrit les articles et parfois petit essayé. Mais deuxième fois, vous avez le temps un peu, je peux expliquer. Deuxième fois, en 2006, je suis entrée en prison. J'ai rencontré avec Mohamed. Après, Mohamed m'a raconté sa histoire. Et elle est une femme. Elle a été torturée et elle est restée en prison une année
en opération de retour, l'opération retour à la vie. Oui, on a réfléchi ensemble. Pourquoi on n'écrit pas un livre? Toujours, les hommes écrivent son histoire, leur histoire, mais nous sommes une femme. Pourquoi on n'a pas raconté? Et après, on a décidé ensemble et on a écrit ensemble. Oui, en fait, ce que j'entends aussi, c'est que laïcité et féminisme sont liés, du coup. Le combat féministe est lié aussi à la laïcité. Votre combat féministe est lié à la laïcité et à la liberté. En fait, c'est pour un monde plus égalitaire et effectivement sans torture, un monde libre, une Turquie libre. C'est pour ça que vous combattiez. Pour la justice, la liberté, que les femmes soient reconnues aussi de façon, comme les hommes. Quel était votre combat politique, les idées politiques de base que vous défendiez? Et je suis socialiste et j'ai défendu socialiste et des droits des femmes, féminisme et j'ai lu sur le féminisme et laïcité, c'est important. Pourquoi important pour moi? Parce que je suis une femme. Pour une femme, c'est un garantie. Et je trouve que c'est garanti la laïcité pour nous. Je suis une femme parce que pour mon liberté. Et pour ça, je défends la laïcité et je défends. Et philosophiquement, je trouve qu'il est presque philosophiquement. Bonjour, merci en tout cas pour ce beau témoignage. Non seulement un beau témoignage, mais aussi un triste témoignage en fait, parce que moi je pense que toutes les formes de violence en fait, peu importe là où ils viennent en fait, elles doivent être interdites. C'est pas du tout normal. Après, j'avais un certain nombre de questions. Avant de donner la question, il y a un truc que vous avez dit qui m'a vraiment touché, que j'ai vraiment aimé. Lorsque vous avez dit que malgré tout ce que vous avez subi en Turquie, que vous continuez à aimer ce pays-là et un jour, vous aimeriez en tout cas retourner dans votre pays, quoi. Et ça, je pense que c'est quelque chose de formidable. Et l'autre question, madame en a un peu parlé, si je ne me trompe pas. Quelle a été cette opinion-là, ou bien ces opinions qui ont fait que vous avez été persécuté, que vous avez été en prison, pour avoir une vue d'ensemble, en fait. Ça, c'est important. Et il y a aussi une autre question qui m'interpelle dans vos dires. Vous avez parlé que lorsque vous étiez au lycée et que vous avez lu le Coran, vous avez décidé si je ne me trompe pas en tout cas, d'être athée en fait, de ne pas avoir de religion. Qu'est-ce que vous avez lu dans le Coran par exemple, ou bien dans l'islam de façon générale, et qui fait que vous vous écartez de la religion? Oui, c'est troisième question, c'est très très difficile parce que c'est profondément. Ma famille est laïque, kémaliste en général. Et j'ai grandi la famille kémaliste laïque. Et j'ai appris le Coran, les religions, l'histoire. Et j'ai lu le Coran, j'avais 16 ans. Et j'ai lu. Et après, je m'interroge. Et j'ai décidé de devenir athée. Oui, c'est un résumé comme ça, c'est mon choix. Peut-être j'ai trouvé Dieu est très masculin. Est-ce qu'en prison, tu as eu des contacts avec des hommes? Oui, il y avait les amis dans une prison type E. On a contacté directement. On n'a pas vécu le problème pour les contacts. Le type F, par la semaine, une fois, on s'est retrouvés ensemble. 1 heure, 40 minutes.
et on a droit. C'était pendant 3 ans, 1 heure. Non, par la semaine, 1 heure, on peut retrouver et on se voit 1 heure par la semaine. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton quotidien dans la prison à Arzeu? Comment ça se passait jour après jour? D'abord, je dois décrire la prison. Il s'agit généralement de 2 étages. En 2e étage se trouve le dortoir avec lits superposés que nous appelons salle. Et au 2e étage, nous avions des bureaux, une bibliothèque. Au 1er étage, il y a l'endroit où l'on mangeait et que l'on appelle salle à manger. Et il y a des tables, des chaises, des ustensiles de cuisine, assiettes, fourchettes, couteaux, casseroles, etc., des armoires, une télévision, au 1er étage. Et en face il y avait salle de bain pour prendre douche. Et en général, le matin, on se réveillait à 6 ou 7 heures. Qui voulaient faire de l'exercice le matin. Et ils ont fait du sport. Sport, c'est gymnastique, culture physique. Et la porte ventilation a été ouverte par les agents à 6 heures. Parmi nous, on avait dit du ventilation, les petits jardins. Ensuite, nous prenions notre petit déjeuner. Et à 8 heures, il y avait des comptes du matin par les gardiens. Et les gardiens de prison nous comptaient 2 fois par jour, le matin et la nuit. Ils vérifiaient si quelqu'un s'était évadé de prison. Pendant le décompte, nous ne sommes pas debout. Ils vérifiaient et partaient. Nous résolvions généralement les problèmes en établissant un dialogue avec les gardiens prison. Parfois, ils venaient prendre le thé, du café dans notre salle. Nous avons parlé, discuté ensemble. Ensuite, nous prenions les quotidiens de journaux. Pour acheter les journaux, on avait commandé à la cantine en prison. Nous avons lu ensemble. Comme le groupe d'échange de lecture laïcité. Et on discute ensemble. Après le déjeuner, nous faisons une lecture, l'étude collective sur le féminisme, sur l'histoire du monde, quelques sujets. Et avant le dîner, nous jouions parfois au volleyball dans la ventilation. Après le dîner, et chacun fait son travail personnel, individuel. Par exemple, quelqu'un écrit le lettre pour sa famille ou ses amis. Quelqu'un écoute de la musique à la radio. Quelqu'un écrit un article. Quelqu'un lit le roman. Quelqu'un regarde la télé. Et parmi nous, on avait dit libre le temps. Oui, c'est en général notre temps passé comme ça. Oui, nous étions en prison pour nos pensées, mais c'était notre espèce de vie. Si une personne respire, il y a de la vie. Tant que nous vivons, nous devons nous renouveler. Chaque fois, nous pouvons construire nous-mêmes. Même si tu es en prison, le soleil se lève tous les jours. Nous sommes sous le même ciel. Il faut accrocher, il faut s'embrasser à la vie, comme un arbre s'accroche au sol. Même si vos branches se cassent, si vos racines sont dans le sol, tôt ou tard, ces branches fleuriront. Il ne faut pas oublier de regarder le ciel. Et il ne faut pas oublier de sourire. Rappelez-vous, même dans la nuit la plus sombre, il y a des étoiles. Autre question? Tu parlais tout à l'heure du fait qu'on te menaçait de te tuer. Est-ce qu'il y a des gens parmi tes amis à qui c'est arrivé, qui ont été tués en prison? Non, pas en prison, en garde à vue. En prison, c'est pas possible.
En prison, c'est pas possible comme ça. Mais en garde de vue, dans des années 90, oui, c'est possible. Certaines personnes, ils ont tué illégal. C'était illégal, mais oui, c'est la réalité dans des années 90. Autre question ? Vous nous avez expliqué que vous aviez été condamné à 15 ans de prison. C'est bien cela ? Vous n'avez pas effectué ces 15 ans puisque vous avez réussi à venir en France. De quelle façon avez-vous réussi ? Vous êtes sauvé, vous avez réussi à fuir. Comment vous avez été libéré de ce jugement ? Normalement, je suis restée totalement, déjà 8 ans, et après, c'est une nouvelle condamnation, et 15, pour moi, 15 ans. Mais pour quelques amis, 30 ans, 40 ans, 60 ans, oui, c'est la réalité comme ça. Et parce que dans des années 2000, d'accord, et ils ont aboli torture physique systématique, mais après ces condamnations augmentées. Et 15 ans, 20 ans, 60 ans, 80 ans, oui, c'est la réalité on rencontre. Pour moi, 15 ans, c'est moyen. Avant de la décider pour notre dossier, notre avocat m'a dit, mon avocat m'a dit, tu dois quitter Turquie. Et d'abord, je n'ai pas accepté. Et j'ai dit, je vais résister. Si je peux entrer encore fois prison, d'accord. Mais ici, mon pays, j'ai dit. Et je n'ai pas quitté. Et après, mes amis m'ont dit, tu es folle. Après, je suis convaincue et mes amis et mes avocats, ils m'ont dit, la France est possible, mais je ne sais pas la France. Je sais, j'ai lu histoire, littérature française, et je connais, mais je ne connais pas la langue française, je ne connais pas. Et j'ai pris une décision vite, rapide, et après, je suis venue. Donc, tu es venue en France, mais comment tu as fait pour venir en France ? Il y a une décision de justice qui a été prise pour que tu aies le droit d'asile en France ? Comment tu as eu le statut de réfugié pour venir en France ? Qui t'a accordé le statut de réfugié ? Et parce que selon la Convention de Genève 1951, après, vous pouvez demander pour réfugié politique. Oui, c'est selon la Convention de Genève. En France, il y a, j'ai l'impression, énormément de gens qui viennent de Turquie. Ma question est, est-ce qu'on a une idée combien de personnes qui sont comme toi, réfugiés politiques, des gens qui ont été en prison? Est-ce que toi, tu as une idée? Tu sais quel est le nombre approximatif des gens en France qui sont réfugiés pour des raisons comme les tiennes? Et Turc, oui, il existe comme moi, mais totalement, je ne sais pas. En général, ils habitent à Strasbourg-Saint-Denis, quartier, 10e quartier. Pardon, 10e arrondissement. Quand tu es arrivé en France après, tu n'as plus eu de problème ou est-ce que tu as encore eu des menaces quand tu étais en France ? Je n'ai pas terminé pour moi parce que j'ai continué d'écrire les articles sur quelques sujets sur le gouvernement turc, par exemple sur l'islamisme, les droits des femmes. Et après, j'ai reçu quelques menaces. En 2017, j'ai porté plainte parce que j'ai reçu toujours menaces de mort. Après, j'ai fait porter plainte. Et dans cette année, j'ai vécu les événements. Et après, on est allé au commissariat. Parce que je pense que dans la vie, toujours, il faut combattre
Oui, c'est continu. En Turquie, on a bientôt les élections présidentielles qui vont arriver. Qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle en Turquie et des élections présidentielles qui arrivent? En Turquie, il y aura élection en 14 mai, après 10 jours. Son groupe Erdogan et quelques partis islamistes, par exemple Hüdapar, dans des années 90, ils ont torturé, ils ont tué beaucoup de personnes. Par exemple, je soutiens ces opposants en Turquie, mais il y a des chances pour eux. La population turque, c'est très accumulation des colères. Tout le monde veut la changer, régime. Parce que depuis 20 ans, la politique islam est toujours domination, et toujours la répression. Tout le monde, la majoritairement, dans ces élections, Erdogan, il va partir. Parce que majoritairement, le peuple turc, tout le monde soutient les opposantes, les partis opposants. J'espère, mais ce qui semblerait faire pencher la balance contre Erdogan, c'est effectivement le tremblement de terre en Turquie, où les gens semblent vraiment très en colère par rapport au fait que le gouvernement n'a que très peu bougé, et puis qu'en plus il y avait quand même beaucoup de malversations dans les constructions des maisons qui ont été détruites par le tremblement de terre, parce que par exemple le béton était pas conforme par rapport au tremblement, bref, et qu'il y a eu beaucoup de malversations et que le gouvernement a accepté ça et qu'il n'y a pas eu d'aide suffisante après. Voilà, peut-être que pour ça ils sont très en colère, les Turcs. Enfin, les Turcs en France, apparemment, ils votent beaucoup pour Erdogan. Je vais ajouter une petite parenthèse. C'est en France, je vois les Turcs, la population turque, et quand je suis venue ici en France, je suis choquée, je suis étonnée, parce que en Turquie toujours on fait critique beaucoup. Ce n'est pas seulement les gauchistes, tout le monde, c'est normal. Mais en France, en Europe, mais comment dire, il y a des staticos. Toujours, oui, c'est toujours, ils doivent défendre Erdogan. C'est fanatique. Et c'est pas normal. Parce que en Turquie, ce n'est pas comme ça. Mais peut-être, vous avez raison, je ne sais pas. Non, on va voir le 14 mai. Eh bien, on va faire une petite pause dans l'interview parce que nous avons notre Jean-Cri international qui n'est pas là, mais il nous a envoyé ses petits dessins. Voilà, il est excusé pour aujourd'hui, donc on va parler un petit peu d'humour. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Alors voyons voir un petit peu les dessins que nous a fait Jean-Cri. Le premier, laïcité et Turquie. On voit un homme qui a un chapeau, et en fait ce chapeau, c'est une femme, on voit les petits yeux, qui est en burqa visiblement. Et cet homme, il dit « Je n'avais pas vu la suite comme ça ». Voilà pour le premier dessin. Le deuxième dessin, on voit la Sainte-Sophie, voilà, qui est un édifice qui est à la fois musulman et catholique, parce que c'est une basilique également. Et il y a marqué « Et Sainte-Sophie devient Hagia Sophia ». Voilà, et on voit avec les yeux qui a été illustré pour cette cathédrale. Et enfin, on voit une femme, mais on imagine que c'est le dessin d'une femme, et on voit le drapeau turc dessus, et il y a marqué « Le voile possible partout, même à l'école et dans les services publics ».
et c'est le drapeau qui sert de voile à ce niveau-là. Alors bien sûr, j'explique pas aussi bien que notre caricaturiste les dessins, mais bien sûr, vous pourrez les revoir sans difficulté. Parlons laïcité. Est-ce que quelqu'un veut réagir sur les dessins ou continuer à poser des questions à Arz? Oui, moi, c'est à la journaliste que je vais m'adresser. Erdogan, aujourd'hui, danse un pas de deux avec l'Europe, danse avec l'OTAN et danse avec Poutine. Qu'est-ce que tu en penses? Et pour le gouvernement turc, c'est politiquement toujours d'un côté, il est presque l'OTAN. Et parfois, ils sont presque la Russie, Chine, c'est autre camp. Parfois, ils ont fait chantage à Erdogan. Mais c'est compliqué. Oui, c'est parfois Europe. Mais en général, efficace politiquement les États-Unis en Turquie. L'OTAN et les États-Unis. Et je dis pour le gouvernement, parmi le peuple, un peu différent. Et par exemple, certaines personnes soutiennent de Poutine. Et vis-à-vis de la Grèce, qui est dans l'OTAN aussi. Il y a eu un conflit il y a quelques années quand même. Ah oui, c'est dans l'Inde entre eux, Grecs et Turcs, c'est ancienne histoire. C'est ancienne histoire. Normalement, la Grèce et la Turquie, ils ont participé à l'OTAN. Ce n'est pas nouvelle. C'est un problème. Parfois, je trouve que politiquement, un peu, c'est manipulé. Et parce que toujours, le gouvernement, toujours, ils ont besoin de haine. Et parce que, par exemple, je vois le peuple grec. On n'a pas de problème entre nous. Mais le gouvernement, ils ont besoin, notamment Erdogan et son groupe, toujours, ils ont besoin haine. Par exemple, Turcs, Kurdes, Alevis, Sunnis, laïcs, anti-laïcs, et l'OTAN, Russie. Et toujours, ils ont besoin de haine. Ils ont nourri le sujet, toujours haine. Et c'est suffisant, je ne sais pas. Dernière question. S'il y a cette haine comme ça qui sert d'outil au gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas un risque que les élections se terminent par un nouveau coup d'État? Oui, maintenant, il existe cette discussion, ça peut être un nouvel coup d'État, mais je pense que la démocratie va gagner. Oui, c'est parce que il y a élection et il y a démocratie. Erdogan, comment il est venu avec élection, et maintenant, ça fait 20 ans et il va partir avec élection parce qu'il y a la démocratie. On peut accepter la démocratie? Non. Oui, j'ai accepté la démocratie. Et je pense que la démocratie va gagner. On voit en tout cas pour la politique d'Erdogan depuis quelque temps une volonté d'accroître les moyens de la défense. Il y a différents crédits qui ont été mis en place pour développer l'armée, les équipements militaires. J'entendais récemment qu'il y a pas un porte-avions qui a été mis en place, mais un porte-drone. Voilà, avec les drones militaires qui développent, et il se vantait d'être le premier pays, la Turquie, à avoir un porte-drone, qui n'est pas un porte-avions, mais un porte-drone pour les opérations militaires. Finalement, il y a cette armée qui essaye de progresser, et est-ce qu'on ne peut pas mettre en contrebalancement une diminution des libertés individuelles et une augmentation dans l'armée? Est-ce qu'il n'y a pas une balance? Est-ce qu'on ne peut pas considérer, c'est une question que je me pose, que les libertés individuelles sont en recul en Turquie, et à côté de ça, les dépenses dans l'armée ont augmenté et les développements militaires
augmente dans l'armée. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté de renforcer le pouvoir militaire au détriment des libertés individuelles? J'ai vu le sujet et maintenant il y a quelques deux points de vue. D'autres questions? Je ne sais pas si vous avez répondu à cette question-là, mais moi, il y a quelque chose qui me manque en fait dans l'histoire. J'aimerais vraiment savoir, si possible en tout cas, les idées, voire les opinions que vous défendez en fait. Non, défendre des droits de femmes, autre chose, mais c'est participant de le mouvement féministe, autre chose. Mais je défends la laïcité et je défends féminisme et socialisme. Oui, c'est possible, toutes les idées. Mais je ne suis pas fanatique. Je ne regarde pas seulement, par exemple, une seule idée. Oui, j'étais jeune, j'avais 20 ans, 22 ans. Parfois, toujours, j'ai réfléchi sur l'idée, seulement. Et je n'acceptais pas d'autres idées. Mais maintenant, ça fait longtemps, je apprends quelques idées. Et par exemple, vous avez votre opinion, peut-être c'est très différente, mais je peux vous écouter. Et on peut parler ensemble, c'est possible. Et maintenant, je regarde comme ça. En fait, ce que vous dites, c'est très, très important parce que ce combat-là que vous avez mené il y a des années en tout cas, plus d'une vingtaine d'années, puisque votre emprisonnement, c'était en 97, 2 mars 97. Donc, je pense que ce que vous venez de dire là, c'est très, très important. Donc, il y a une évolution. Donc, là, au jour d'aujourd'hui, en fait, que vous pouvez voir le monde d'une autre manière. Et donc, avec le recul, en fait, vu tout ce qui s'est passé, est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, ces combats-là que vous avez menés il y a cela 20 ans, est-ce que vous aurez la même approche au jour d'aujourd'hui pour refaire le même combat, en fait? Et quand j'étais jeune, un peu, on réfléchit on veut très rapidement changer, toutes les changer. Après, on comprend que c'est vitement, rapidement, c'est pas possible. Oui, c'est certain. Et maintenant, je regarde, il faut combat, il faut lutter. Par exemple, pour la laïcité, il faut combattre, il faut lutter toujours. Il faut être vigilant toujours. Comment peut-être vous dites pour radicaliser pour être radicalisé ou non? Pas forcément, en fait. C'était pas dans ce sens-là. C'est juste pour savoir, avec le recul, avec l'expérience que vous avez eue, des combats que vous avez pu mener en tout cas. Parce qu'en fait, moi, je pense que les combats, en fait, il faudra toujours les adapter. Peut-être à ce moment-là, donc il y avait cette fougue de jeunesse-là, vous vous êtes battu, donc voilà, le pouvoir politique qui était en place vous a emprisonné, vous a torturé, tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, par exemple, si vous voyez, il y a des jeunes qui veulent lutter, parce que ça, c'est une réalité. Le combat des femmes, en fait, il y a une inégalité, même ici, par exemple, quand on parle de la France, aujourd'hui, on est en France. Mais moi, par exemple, j'aurais aimé voir, par exemple, une femme présidente de la République. Moi, j'aurais aimé voir ça. Comme par exemple les Ségolène Royal, les Martine Aubry à un moment donné de leur vie. J'aurais aimé voir ça, en fait. Et donc ça, c'est une réalité. S'il y a des jeunes, par exemple, qui veulent faire ce combat-là pour qu'il y ait une égalité plus ou moins parfaite, quels sont les conseils que vous allez donner à ces jeunes-là? Parce que quand vous êtes... par exemple, quand vous faites un combat et que vous vous faites attraper et qu'on vous met en prison, donc là, je pense que vous êtes moins efficace que lorsque vous êtes à l'extérieur, en fait. D'accord, j'ai compris, mais vous n'oubliez pas, pour la combattre, pour la lutte, il y a beaucoup de façons, manière, en résumé. Il y a beaucoup de façons. Par exemple, pour défendre la laïcité, et on peut faire conférence, on peut faire manifestation, on peut faire autre chose, autre activité. Oui, c'est possible. Et ce n'est pas seulement un chemin. Il existe beaucoup de manières. Qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait faire pour que la laïcité revienne en Turquie?
D'accord, il existe la laïcité, mais toujours, je trouve que toujours la barrière synthèse turco-islamique. Synthèse islamiste turco. C'est fondamentalement, essentiellement, en Turquie, il existe une synthèse. Ces synthèses, par exemple, avant de Tayyip Erdogan, avant de AKP, il existe quelques partis Refah. Par exemple, j'ai lu son article Samim Akgönül. Il existe quelques partis. Mais après, quand ils ont élu, et directement, c'était changé et ils ont commencé domination du peuple. Mais à mon avis, d'accord, il existe la loi laïcité, mais pratiquant, je ne trouve pas la laïque. Parce qu'il y a des affaires religieuses, Diyanet. Ils ont beaucoup de députés. C'est comme ministre, président de Diyanet, des affaires religieuses. Toujours, il a annoncé tous les sujets. Et vous êtes un homme religieux. Toujours vous expliquez, toujours vous avez annoncé tous les sujets politiques, comme le gouvernement. Et c'est bizarre. Et maintenant, non, d'accord, constitutionnellement laïque, mais pratiquant, non. Merci beaucoup Arzo, je pense qu'on peut l'applaudir. Merci pour ces témoignages forts et poignants et toute cette histoire que tu nous as racontée. On va continuer nos émissions et la prochaine, ça sera le jeudi 1er juin. Et pour la première fois, nous allons faire une émission hors les murs, puisque nous sommes invités par la MJC Simone Signoret pour pouvoir la faire. Donc, nous la ferons là-bas. Donc, toujours de 17h à 19h, mais nous serons à la MJC pour l'occasion. On va parler de laïcité et liberté individuelle la prochaine fois. Et on aura un écrivain essayiste qui va venir, Laurent Kupferman. Et Laurent Kupferman, c'est pas n'importe qui, parce que c'est grâce à lui que Joséphine Baker a été panthéonisée. Voilà, donc on vous donne rendez-vous le jeudi 1er juin à la MJC du Centre social Simone Signoret. Merci à tous. Cette émission est à présent terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.